Non, je rigole. Alors oui, je sais, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais j'ai une super bonne excuse, je vous en parle en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne de Amy LTR. Pourquoi? Déjà parce que j'ai envie de parler de la chaîne de Amy LTR, déjà. Et ensuite parce que j'aime beaucoup sa personnalité et je trouve très inspirant la manière dont elle est arrivée à utiliser ses forces et sa passion pour créer une chaîne qui lui ressemble. Et n'est-ce pas un peu le but aussi de ce format que de s'inspirer de personnes un peu originales, de se nourrir comme ça de leur positivité? Je me fatigue toute seule. Bref, on y va. Amy LTR, elle a créé sa chaîne en 2015. Elle fait donc partie de cette deuxième vague de youtubeurs de 2014-2015 qui correspondait un peu à l'âge d'or de YouTube. Elle va commencer sa chaîne en faisant des vidéos de maquillage, mais attention, pas des vidéos classiques comme on avait l'habitude de voir à l'époque à la youtubeuse beauté. Elle va plutôt faire des tutos de maquillage, de déguisement avec une grosse spécialité sur l'horreur. Oui, j'en conviens, j'ai pas vraiment les termes techniques, mais vous voyez ce que je veux dire. Le maquillage est fini. Ça va très bien fonctionner puisqu'elle va gagner ses 100 000 premiers abonnés en 8 mois. Moi je suis toujours très impressionnée par ces montées d'abonnés fulgurantes parce que ça paraît toujours plus ou moins facile de l'extérieur, mais alors je peux vous assurer que c'est très loin d'être facile de trouver sa voie sur YouTube. J'en sais quelque chose. Mais alors pourquoi ces vidéos fonctionnaient aussi bien? Évidemment les tutos qu'elle proposait étaient super quali et j'ai aussi l'impression qu'elle était amie avec Andy Raconte qui à l'époque avait déjà sa communauté, donc j'imagine que ça aussi ça a pu l'aider à démarrer. C'est un fait, mais on va pas vraiment parler de ça, on va essayer d'aller plus loin dans l'analyse. Et pour ça il va falloir qu'on parle de sa chaîne aujourd'hui. Parce que si vous la connaissez, vous savez qu'elle ne fait plus du tout de tuto maquillage. Rien de très surprenant jusque-là, beaucoup de youtubeurs ont démarré en se focalisant sur une niche avant d'élargir les sujets traités et parfois carrément de changer de ligne éditoriale. De ce que j'ai compris, Amy elle a décidé d'arrêter ses vidéos de maquillage pour des raisons médicales, mais également, et ça c'est mon avis perso, parce que je pense que dans sa tête elle avait fait le tour du concept. Donc aujourd'hui plus de vidéos de maquillage, mais du coup on trouve quoi? On trouve des fictions, des interviews, des sketchs et des vidéos facecam plus classiques. On a affaire à une chaîne de divertissement en bonne et due forme, caractérisée par des concepts plus que par des formats. On va trouver quelques séries de vidéos comme les spoilers où elle va réaliser des interviews d'autres youtubeurs autour du spoil du film préféré de ce youtubeur. Tu sais, c'est un nouveau concept que je t'ai expliqué, dans lequel on va parler d'un de tes films préférés. On va parler du film, mais aussi de toi, à travers cette histoire, etc. Et c'est un truc qui me fait trop plaisir. Il y a aussi sa série Oula, qui est sortie pendant je sais plus quel confinement, j'ai arrêté de compter. Je sais comment faire de toi une star. J'ai trouvé. Voilà. Mais c'est à peu près tout en termes de format, le reste ce sont plus des concepts qui durent le temps d'une vidéo. En tout cas, on voit qu'elle s'éclate dans ce qu'elle fait, qu'elle ne se donne aucune contrainte en termes de créativité et de ligne éditoriale. D'ailleurs on peut le voir dans son à propos, elle-même sait qu'il n'y a pas vraiment de cohérence globale sur sa chaîne. En fait ce qui va lier le tout, ce qui va lier sa chaîne, c'est sa passion. Et cette passion, on va particulièrement la ressentir dans ses diverses fictions. Et justement c'est la chaîne parfaite pour parler de la fiction sur YouTube. Parce que ça fait quelques années que c'est un type de vidéo qui émerge. Ce qui semble plutôt logique puisque la plateforme se professionnalise de plus en plus. Elle est, je l'espère, loin l'époque où on disait qu'être youtubeur, c'était pas un vrai métier. Et d'ailleurs aujourd'hui on va même plus parler de youtubeur mais plus de créateurs de contenu. Et pourtant, faire de la fiction sur YouTube, c'est un pari risqué et un chemin pavé d'embûches. Et ce pour plein de raisons que je vais vous détailler maintenant. Vous êtes content? Je vous entends pas mais je vais faire comme si je vous entendais. Et vous avez l'air si enthousiaste que je vais même vous faire un petit sommaire, vous avez de la chance. On va donc s'attarder sur l'investissement, sur l'usage de YouTube et sur notre ami l'algorithme. En termes d'investissement, produire un court-métrage prend infiniment plus de temps et d'argent que de produire une vidéo classique. Donc si la vidéo ne fonctionne pas bien, on tombe de beaucoup plus haut, ce qui nous rend beaucoup moins flexibles. Je vous explique. Imaginez que vous ayez une idée de concept un peu poussée pour une vidéo. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner une première vidéo, puis vous allez la sortir. À partir de là, si ça plaît, vous pouvez décider de sortir un deuxième épisode un peu plus poussé, en investissant beaucoup plus. Puisque vous avez plus de chances que ce deuxième contenu plaise, vu que le premier plaisait aussi. C'est un peu ce que font les entrepreneurs avec ce qu'on appelle le Lean Startup. Bon, c'est une expression très Startup Nation, mais qui en fait est loin d'être débile, quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez. L'idée, c'est que si vous voulez maximiser vos chances de réussite lorsque vous vendez un produit ou produisez quelque chose, eh bien vous avez besoin d'avoir des retours le plus vite possible pour pouvoir optimiser vos efforts et vos ressources. Donc l'idée c'est de vous baser sur ce que vous connaissez de votre audience, de
de le faire matcher avec ce que vous aimez faire vous, et puis ensuite du coup de produire un résultat satisfaisant avec des ressources proportionnelles à ce que vous pensez que ça va vous rapporter. À partir de là, il y a deux choix. Soit ça marche pas et c'est pas très grave, vous prenez les retours des gens et vous avisez pour la prochaine fois. Dans tous les cas, vous n'avez pas perdu trop de temps. Soit ça marche, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir investir plus pour la vidéo suivante. C'est très schématisé, mais vous avez compris le principe. Et bien quand on fait de la fiction, ce cercle il est complètement pété. Puisque de base, vous allez déjà beaucoup trop vous investir dès le début. Donc si ça fonctionne vraiment pas, c'est d'autant plus dur à encaisser. Qui plus est, l'usage de YouTube est pas toujours adapté au court-métrage. Parce que YouTube se retrouve sur une espèce d'entre-deux où c'est un peu un réseau social et en même temps une plateforme de streaming, que ce soit audio ou vidéo. Du coup, tu vas avoir des gens qui vont juste écouter YouTube en faisant autre chose en même temps, d'autres qui vont le regarder pour se détendre, et d'autres qui vont hésiter le soir entre Netflix et YouTube et qui seront prêts à regarder des contenus de 45 minutes. Mais c'est pas du tout la majorité. J'ai un graphe qui montre que les vidéos qui vont au-delà de 15 minutes suscitent moins d'engagement que les autres. La meilleure fourchette, elle, se trouve entre 10 et 15 minutes. Mais sur les derniers courts-métrages d'Amy, on est plus sur du 25-40 minutes. Dernier point, l'algorithme. Il va pas énormément pousser les contenus très longs parce que lui, son but, c'est de garder les gens sur la plateforme. Et souvent, les gens qui vont regarder un court-métrage de 45 minutes, bah après, ils s'en vont. Alors que ceux qui regardent des vidéos de 10 minutes les unes à la suite des autres, ils se rendent souvent pas compte que ça fait 2 heures qu'ils sont sur YouTube. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment pas simple de faire de la fiction. Alors on va voir quelles sont les forces d'Amy, pourquoi ça fonctionne pour elle. Pour y répondre, on va parler d'histoire, d'émotion et de philosophie de vie. Oui, je vous refais un petit sommaire. Je suis quelqu'un de très structuré. C'est complètement faux. Depuis le tout début de sa chaîne, il y a cette récurrence que l'on peut observer chez Amy. C'est sa passion autour de la narration, son besoin de donner vie à des personnages, et j'irais même plus loin, de créer des mondes et des univers. On le voyait bien lorsqu'elle crée des personnages quand elle se maquillait, et aujourd'hui c'est ce qui rend ses fictions si prenantes, que ce soit dans ses courts-métrages ou dans sa série Oula par exemple. Les personnages sont réels parce que le monde est crédible. Il y a cette volonté de partage, de traduire des émotions humaines, parce que qu'importe le monde ou l'alternative dans laquelle son récit prend place, ce qui prévaut par-dessus tout, c'est l'humain, avec ses contradictions, ses rêves, ses sentiments. Et justement, parlons-en des émotions. Elles ont une place prépondérante dans tous ces contenus. Il y a cette volonté non pas de les banaliser, mais je dirais de les reconnaître déjà, de les comprendre ensuite, pour finalement déculpabiliser. Elle parle beaucoup d'hypersensibilité dans ses vidéos, c'est un terme qui peut être très souvent employé à tort, et elle a essayé justement de défaire les clichés autour de ce mot. Ah, l'hypersensibilité, c'est un sujet qu'on traite beaucoup ensemble, et je suis très contente d'avoir lu tellement de témoignages, plein de petits messages et tout, super cool. Je rappelle que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est plus fréquent qu'on pense, mais qu'il ne faut pas utiliser à outrance, parce que ça décrédibilise aussi. Cette hypersensibilité, elle permet de capter un éventail plus large d'émotions. Et donc ce qu'elle essaie de faire, consciemment ou non, c'est de presque les vulgariser, de les transmettre. J'ai l'impression qu'elle met un peu d'elle dans chacun de ses courts-métrages, et donc on va avoir des thématiques récurrentes, comme l'hypersensibilité, on vient juste d'en parler, mais aussi les traumatismes, la résilience, la frontière entre rêve et réalité, l'échec et le succès, l'acceptation de soi, mais aussi la sensibilité animale par exemple. Ce sont des choses qu'elle transmet dans ses fictions, comme dans ses autres vidéos plus posées face cam avec son iconique fauteuil. Là, on la retrouve chez elle et on a vraiment l'impression d'avoir un dialogue décomplexé avec une amie. Et ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'elle utilise beaucoup le pronom tu. Salut YouTube, comment tu vas? C'est simple, mais c'est super efficace. Parce que du coup, on sent l'authenticité derrière et la transparence. Alors oui, c'est quelque chose qui est un peu à la mode sur YouTube, vous allez me dire, cette idée de créer une relation de confiance avec son audience, etc. Et j'avais vu d'ailleurs une vidéo de Cyrus North qui en parlait, il en parle beaucoup mieux que moi derrière, donc je vous la conseille. Mais cela dit, pour Amy LTR, je sais pas ce que vous en pensez, je serais d'ailleurs curieuse d'avoir votre avis, mais il y a cette dualité sur sa chaîne où on va avoir des fictions très abouties qui peuvent se regarder sans forcément connaître Amy, et derrière, plein de vidéos ultra personnelles et sans tabou qui vont venir donner de la profondeur à sa chaîne et à ses histoires. Dans le sens où je trouve qu'on peut parfois avoir une double lecture de ses courts-métrages quand on connaît sa personnalité, quand on connaît ses doutes et ses rêves. C'est une parfaite transition, bien évidemment écrite à l'avance, vers sa philosophie de vie. Je me rappelle avoir vu une sorte d'interview d'elle sur une vidéo de Fabien Olicard sur l'échec. Et son passage m'a vraiment beaucoup marqué parce que je me suis pas mal reconnue dans ce qu'elle disait. Après, pour être honnête, je me reconnais très souvent dans ce qu'elle dit. Ma meilleure amie m'a d'ailleurs déjà dit que c'était marrant parce que quand elle regardait Amy, elle lui faisait penser à moi. Alors on n'a clairement pas le même succès, on est bien d'accord, mais je pense que c'est aussi pour ça que je voulais vous parler d'elle aujourd'hui. Donc dans ce passage, elle parlait de sa vision de l'échec, et elle disait justement que le succès d'un projet dépendait de l'endroit où tu mettais ta ligne d'arrivée, si je peux le dire comme ça. Je vous mets l'extrait parce que je sens que je suis pas très claire. La première étape m'appartient vraiment de l'écriture. Celle-là, c'est parce que je suis auteur de mes projets, j'y tiens beaucoup. Donc cette étape-là, si ça foire à l'écriture,
je vais gérer. je le prends comme ça. La seconde, c'est vraiment la préparation d'un tournage. Et ça, c'est 1 milliard d'embûches parce que c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble autour d'une même idée, avec énormément de contraintes. Quand je mets fin à un texte, j'ai réussi à l'écrire. Quand il y a le clap de fin, on a réussi à le tourner. Quand il y a le mise en ligne, on a réussi à le diffuser. Après, ça m'appartient plus. Je crois que sa façon de penser, d'aborder des sujets de manière super simple, ça a aussi participé au succès et de sa chaîne et de ses contenus en général. Parce qu'on sent qu'elle te sort pas des trucs qu'elle a trouvés dans un livre de développement personnel à 25 balles, avec des conseils tout pourris comme « sois la meilleure version de toi-même » ou « l'échec est un pas de plus vers la réussite ». Vous voyez très bien de quoi je parle. Eh bien elle se base sur ses expériences sans prétendre donner des conseils. Non, elle te partage juste ses ressentis et ses doutes. Ce qui fait que même dans ces fictions, on n'a pas d'aspect moralisateur relou. On a juste des gens qui vivent des choses d'humains et qui font ce qu'ils peuvent pour les surmonter. Un peu comme nous tous en fait. Après YouTube, la prochaine étape pour Amy, c'est le cinéma. Après, c'est quand même très différent d'écrire un court-métrage que d'écrire un long-métrage. Donc ça va nécessiter pas mal de tests, je pense, avant qu'elle puisse réaliser son rêve. Le gros défi, ça va être de pas tomber dans le cliché et de tenir le rythme du récit. Parce que la puissance émotionnelle, elle est généralement toujours présente. Si vous êtes toujours là, bravo, c'est bien, félicitations. Ce que je vous propose, c'est que je vous explique ce que je faisais depuis un mois. Déjà, je faisais la tournée des bars, bien évidemment, mais j'ai également sorti un roman. Un livre que j'ai pris 4 ans à écrire et que j'ai décidé d'auto-publier. Parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis personne. Donc les maisons d'édition, elles m'ont regardé en mode « Super, merci d'être venu. Ouais, on vous rappellera pas. On a déjà oublié votre prénom. » Bonne journée. Bref, ce livre, c'est un roman post-apocalyptique qui va suivre les aventures d'une fille bloquée sur une île au large de la Croatie. Je pense que c'est une bonne introduction au genre si vous connaissez pas trop le post-apo. La fille qu'on suit, elle est assez particulière et on comprend pourquoi au fil des flashbacks. J'ai essayé d'aller un peu plus loin que du post-apocalyptique classique. On va vraiment se retrouver dans ses pensées, c'est presque parfois un peu psychologique comme roman, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai eu de très bons retours pour l'instant dessus. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans la description, je vous mets le lien. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours dessus. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!